Bonjour à tous. Donc pour cette semaine des explorations, aujourd'hui c'est le professeur Christian Strauss et le professeur Pier Antonio Laveneziana qui viennent nous parler des explorations fonctionnelles respiratoires et plus particulièrement de la spirométrie. Donc tout d'abord, professeur Laveneziana, qu'est-ce que la spirométrie et dans quel cas est-ce qu'il faut faire cet examen? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va vous parler des explorations fonctionnelles respiratoires et de façon particulière de la spirométrie lente et forcée. Alors, les explorations fonctionnelles respiratoires représentent une activité médico-technique hautement spécialisée qui permet d'explorer une très large palette d'examens pour évaluer toute la fonction respiratoire, par exemple les volumes et les débits pulmonaires, les échanges gazeux, notamment la DLCO, les gaz du sang, l'exploration des muscles respiratoires, l'exploration de la commande ventilatoire et aussi les épreuves d'effort, notamment l'exploration fonctionnelle à l'exercice, OFX, et le test de marche de 6 minutes. Mais ainsi, les explorations de la fonction respiratoire sont très utiles pour le diagnostic, le pronostic, le choix et le suivi du traitement. Mais leur fiabilité diagnostique est très dépendante d'une méthodologie de réalisation standardisée et d'un strict contrôle de la qualité des données. Et pour avoir ça, il faut que les examens soient répétables, reproductibles et que la durée de l'examen de réalisation soit incompressible. Très bien, merci. Et donc dans quel cas il ne faut pas faire cet examen? Quelles sont les contre-indications? Alors, il y a plusieurs et nombreuses contre-indications aux EFR. Voici une liste non exhaustive. Il y a des contre-indications médicales et non médicales, on va dire chirurgicales. Par exemple, l'infarctus du myocarde récent, moins de 7 jours, ou le pneumothorax, l'embolie pulmonaire, l'hémoptysie en cours, bien évidemment les infections transmissibles, la tuberculose, l'hépatite B et maintenant, dans cette période, la Covid-19 aussi. Mais il y a aussi des contre-indications post-chirurgicales, notamment les EFR, on peut réaliser les EFR qu'après cicatrisation des interventions chirurgicales thoraciques, abdominales, cérébrales, ORL et ophtalmologiques. Donc on repart plus spécifiquement sur la spirométrie. Comment est-ce qu'une spirométrie se déroule en pratique? Bonjour à toutes et à tous, et donc je vais vous présenter la spirométrie dans sa première version, qui est la version lente. Alors, on sait tous que quand on respire, on a de l'air qui rentre dans les poumons, du gaz qui en sort. Il s'agit du volume courant en temps normal et au repos. Mais on peut tous inspirer beaucoup plus que juste le volume courant. On peut faire une grande inspiration au-delà du volume courant. Il s'agit du volume de réserve inspiratoire. Et de la même façon, quand on a expiré normalement son volume courant, on peut encore expirer du gaz en plus, et il s'agit là du volume de réserve expiratoire. Et donc quand on additionne le volume courant, le volume de réserve inspiratoire et le volume de réserve expiratoire, on obtient une capacité qu'on appelle la capacité vitale, qui correspond à l'ensemble du volume de gaz qui peut rentrer ou sortir des poumons. Parce qu'il existe aussi un volume de gaz qui ne sort jamais des poumons, c'est le volume résiduel qui reste au fond des poumons. Ensuite, connaissant tous ces volumes, on peut de nouveau les additionner pour définir des capacités, notamment la capacité inspiratoire qui correspond à la somme du volume courant et du volume de réserve inspiratoire, la capacité résiduelle fonctionnelle qui correspond à la somme du volume résiduel et du volume de réserve expiratoire, et la capacité pulmonaire totale qui correspond à la somme de tous les volumes. Les volumes pulmonaires peuvent être mesurés en partie par la spirométrie, et comme j'ai dit en partie, c'est ce qui constitue ses limites. En effet, la spirométrie lente et forcée ne mesure que les volumes mobilisables, c'est-à-dire les volumes contenus dans la capacité vitale. La spirométrie ne mesure pas le volume résiduel, et donc elle ne mesure pas non plus la capacité résiduelle fonctionnelle qui contient le volume résiduel, et elle ne mesure pas non plus la capacité pulmonaire totale qui contient le volume résiduel. Par conséquent, la spirométrie ne permet pas le diagnostic du trouble ventilatoire restrictif qui est défini par une diminution de la capacité pulmonaire totale. Elle ne permet pas non plus le diagnostic d'une distension, puisque ce diagnostic repose sur la mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle du volume résiduel ou de la capacité pulmonaire totale. Et donc voici l'ensemble des limites de la spirométrie.
La spirométrie permet donc de mesurer les volumes mobilisables. La méthode la plus ancienne repose sur le principe du spiromètre à cloche, qui est représenté sur ce schéma. Le patient est connecté à un système dans lequel une cloche peut monter et descendre en étant elle-même insérée dans un cylindre qui est juste situé en dessous. Donc voici ici le cylindre qui permet à une cloche, ici au-dessus, de monter et de descendre lorsque le patient respire dans le système. Les mouvements de la cloche sont proportionnels au volume qui rentre et qui sortent des poumons du patient. Ici, vous avez une photo d'un très ancien spiromètre à cloche et vous voyez que les volumes étaient enregistrés grâce à un stylet qui se déplaçait sur du papier millimétrique. La cloche apparaît ici en haut de l'écran et elle monte et descend dans le système en fonction de la ventilation du patient. Les systèmes actuels sont plus modernes. Ici, la cloche est cachée derrière l'écran, dans le caisson que vous voyez ici derrière, mais le principe est toujours le même, à ceci près que les volumes sont maintenant enregistrés grâce à un système informatique, un ordinateur. Vous allez voir ici maintenant une démonstration de spirométrie lente. Il est très important de prêter attention aux instructions qui sont données par la technicienne ou par l'infirmière au patient. De la qualité de ces instructions va dépendre la qualité des résultats de l'examen. Tu respires normalement. Donc là, quand je te le demanderai, tu gonfleras à fond tes poumons et tu videras le plus longtemps possible. Allez, tu gonfles. Allez à fond, allez, tu vides. Toujours, toujours, toujours. Allez, on insiste encore. Encore. Et tu regonfles. Allez, tu respires. Vous avez pu constater qu'il est important d'encourager le sujet pour qu'il gonfle ses poumons et pour qu'il les vide ensuite. L'enregistrement correspond à celui du spirogramme avec le volume courant qui est d'abord enregistré ici, la mesure ici de la capacité inspiratoire, puis l'expiration qui parcourt l'ensemble de la capacité vitale. Ici, le sujet a expiré le volume de réserve expiratoire. Donc les principaux volumes ont été mesurés grâce à cette technique. On peut aussi remplacer le spiromètre à cloche par un système qui repose sur un pneumotachographe. Le pneumotachographe est un dispositif qui mesure les débits instantanés et ensuite, en intégrant ces débits instantanés en fonction du temps, on mesure le volume de gaz qui a franchi le système du pneumotachographe. Ici, vous avez un pneumotachographe dit de type Fleisch. Le sujet respire à l'intérieur de ce tuyau. Dans ce tuyau, il y a un réseau de capillaires ici qui laminarise le flux et la pression est enregistrée de chaque côté de ce réseau de capillaires. La différence de pression est proportionnelle au débit. C'est le système d'origine des pneumotachographes dont il existe maintenant différents types. Par exemple, dans les pneumotachographes dits de Lilly, le réseau capillaire est remplacé par une grille. Dans d'autres systèmes, une hélice tourne au centre du dispositif avec le débit gazeux. Et puis, il existe aussi des systèmes à fil chaud où un fil électrique est refroidi par le débit gazeux, ou bien des systèmes à ultrasons. Alors voilà un exemple d'hélice et puis un exemple de spirette pour les systèmes à ultrasons. Merci beaucoup, professeur Strauss. Donc, on a vu le déroulement de la spirométrie lente. L'étape d'après, c'est la spirométrie forcée et c'est le professeur Laveneziana qui va nous la présenter. Alors, pour parler de spirométrie forcée, effectivement, il faut aborder la relation entre les débits bronchiques et la résistance ou résistance des voies aériennes.
Alors effectivement, il y a quand l'air ou le gaz passe en fait par les branches et les voies aériennes, il y a une résistance au passage du gaz qui augmente à l'expiration, alors que effectivement à l'inspiration, la pression négative à l'intérieur du thorax, donc la pression intrathoracique, aide à maintenir, à garder les voies aériennes ouvertes. Lors de l'expiration, par contre, la pression, on le voit très bien ici en bas, la pression intrathoracique, donc à l'intérieur du thorax, s'annule, voire elle devient positive, alors par exemple une manœuvre forcée qu'on va voir, d'où la tendance effectivement à la fermeture des voies aériennes. Et effectivement, une obstruction entraîne une diminution principalement des débits expiratoires et donc on va la voir plutôt lors d'une manœuvre de spirométrie forcée et donc expiratoire. La manœuvre expiratoire forcée nous permet aussi d'évaluer ce qu'on appelle le VMS, c'est-à-dire le volume expiré maximal pendant la première seconde. Vous voyez ici effectivement qu'il y a le volume courant, ici, donc le patient qui expire normalement, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et après, à la fin d'une expiration normale, on demande à ce patient de gonfler vite et à fond, et avec toute sa force de vider violemment et le plus longtemps possible. Allez, 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 il vide encore. Et quand il peut plus, il gonfle vite et à fond. Donc, on revoit les volumes mobilisables qu'on a vu avec le professeur Strauss, le VT, le VRI, le VRE, l'ACI, etc. On peut pas mesurer le volume résiduel. Et donc, on peut effectivement, si on fait un petit zoom sur cette partie-là, effectivement, on peut explorer la quantité de gaz, le volume qu'on a expiré de façon forcée lors de la première seconde, effectivement, de cette manœuvre forcée. Maintenant, on peut s'occuper aussi de la relation entre le débit et le volume pulmonaire. Ici, débit expiratoire et inspiratoire. Et ici, le volume pulmonaire. Vous voyez, on est toujours là. Ça, c'est le volume courant. Et à un moment donné, on demande au patient de gonfler vite et à fond, donc on demande une capacité inspiratoire, donc il va gonfler jusqu'à la CPT qui est ici, et après on lui demande de, sans hésiter, de vider vite et à fond, allez, 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 il vide, on voit ce débit expiratoire qui diminue au fur et à mesure que le volume expiratoire aussi diminue, jusqu'à atteindre ici la capacité vitale forcée et donc jusqu'au volume résiduel. Et voilà la courbe débit-volume lors d'une manœuvre expiratoire forcée. Maintenant, on va voir deux petites vidéos qui vont illustrer effectivement et décrire cette manœuvre. Voici la première vidéo. Concentrez-vous sur l'écran et les instructions de la technicienne. Le pince-nez. Il n'y a pas de fuite. Je respire normalement. Donc là, lorsque je vais te le demander, tu gonfleras à fond tes poumons et tu souffleras le plus vite, le plus fort, le plus longtemps possible et tu regonfleras à la fin tes poumons. Très bien. Allez, tu gonfles. Souffle fort. Allez, encore. Allez, jusqu'au bout maintenant. Tranquillement, mais jusqu'au bout. Allez, ça sort. Toujours. Allez, encore. Et là, tu regonfles. Voilà. Et voilà, vous avez vu effectivement sur l'écran comment le volume courant se dessine en fait lors de la manœuvre forcée, la capacité inspiratoire, la manœuvre violente et expiratoire forcée et le patient qui reprend son volume inspiratoire. Voici la deuxième vidéo et là on va se focaliser plutôt sur le sujet et sur son effort en fait lors de la manœuvre forcée.
quand je te dirai, tu gonfleras tes poumons au maximum et tu souffleras le plus vite, le plus fort, le plus longtemps possible et tu gonfleras la fin. Tu gonfles, souffle. Allez, toujours, 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 toujours. Et tu gonfles à fond. Parfait. Donc, vous avez bien vu ici l'effort maximal et violent, effectivement, que le sujet, le patient, bon, ça c'est, dans cette vidéo, c'est le professeur Strauss qui met en faisant la manœuvre forcée, et d'où l'importance, effectivement, des instructions et des encouragements du technicien ou de l'infirmière, bien évidemment, pour que le patient puisse vraiment pousser très longtemps, jusqu'à atteindre effectivement les critères de maximalité avant de reprendre effectivement son souffle. Donc maintenant qu'on a vu comment se déroulait en pratique une spirométrie lente et une spirométrie forcée, qu'est-ce que les étudiants doivent connaître pour les ECN et qu'est-ce qu'ils doivent savoir interpréter de ces examens? Alors pour interpréter des résultats d'exploration fonctionnelle respiratoire, il faut pouvoir comparer les valeurs mesurées chez le patient à des valeurs de référence, qu'on appelle aussi des valeurs normales, des valeurs théoriques ou des valeurs prédites. Tous ces mots veulent dire la même chose. Une valeur de référence est une valeur retrouvée chez 90% d'une population de sujets sains. Donc pour connaître cette valeur, il faut mesurer les volumes pulmonaires dans une population de sujets sains et regarder quels sont les volumes obtenus chez 90% d'entre eux. On obtient ainsi en général une répartition selon une courbe de Gauss, comme ici à l'écran. Cette courbe de Gauss est centrée sur la valeur moyenne retrouvée chez le plus grand nombre de gens, mais des gens sont aussi compris dans les 90% des sujets sains, lorsque les valeurs mesurées s'écartent de la valeur moyenne de plus ou moins 1,64 fois l'écart type. Et on définit ainsi une limite inférieure de la normale qui correspond à la moyenne moins 1,64 fois l'écart type et une limite supérieure de la normale qui correspond à la moyenne plus 1,64 fois l'écart type. Pour les explorations fonctionnelles respiratoires, les valeurs prédites dépendent du sexe, de l'âge, de la taille et de l'origine ethnique du patient. Ainsi, on dispose de tables de ce type-là, avec des tables pour les hommes et des tables pour les femmes. Et pour chaque volume, on a une équation qui nous donne la valeur moyenne attendue, par exemple ici pour la capacité vitale forcée, en fonction de la taille et de l'âge. La table nous donne aussi l'écart type résiduel et l'écart type résiduel multiplié par 1,64 fois, de manière à définir la limite inférieure de la normale et la limite supérieure de la normale. On peut alors comparer les résultats obtenus à ces valeurs et une valeur de volume pulmonaire est considérée comme pathologique si elle s'écarte de plus de 1,64 fois l'écart type résiduel de la valeur moyenne prédite. Donc voilà, c'est ce qui permet de définir les limites inférieures et supérieures de la normale. Le Z-score est une manière de traduire la distance à la moyenne en nombre d'écarts types. Donc en fait, si une valeur mesurée s'écarte de la moyenne de plus d'un Z-score supérieur à 1,64, par exemple un Z-score égal à 2, eh bien on sait que la valeur mesurée tombe dans la zone pathologique. On peut aussi exprimer la valeur mesurée en fonction du pourcentage de sa valeur théorique. On utilise cette méthode pour suivre l'évolution, par exemple, de la capacité vitale au cours du temps chez un même sujet. Et voici le type de résultats qui sont rendus au décours des explorations fonctionnelles respiratoires. Vous avez dans la première colonne ici les volumes qui ont été mesurés au cours de la manœuvre forcée, la capacité vitale forcée, le VEMS, les rapports VEMS sur CV sur lesquels nous reviendrons, les débits obtenus lors de la manœuvre forcée. Ici, la valeur théorique, c'est-à-dire la valeur moyenne attendue. Sa limite inférieure dans cette colonne-ci et sa limite supérieure dans cette colonne-là. Les valeurs mesurées chez le patient sont ici. Et donc, on va à chaque fois
regarder, vérifier que la valeur mesurée se situe bien entre la limite inférieure et la limite supérieure de la normale. On va exprimer ici la valeur mesurée en fonction de la valeur théorique attendue, donc celle-ci. Et donc on a dans cette colonne-ci le pourcentage de la valeur théorique représentée par la valeur mesurée. Et puis on peut ici représenter les z-scores. Vous voyez que chez ce sujet-là, tous les z-scores sont en vert. En fait, ça veut dire que toutes les valeurs se situaient bien entre la limite inférieure et la limite supérieure de la normale. Donc à la suite de cette interprétation, quel est le principal diagnostic qu'il faut savoir poser? Alors, le principal diagnostic, en fait, porte sur le trouble ventilatoire obstructif. Là, vous avez un exemple d'un sujet sain, et donc, vous voyez ici, effectivement, son volume expiratoire maximal qui est vidé dans la première seconde, qui représente effectivement ici 80% de la quantité de gaz vidée lors de la manœuvre forcée, donc exprimée sur la capacité vitale forcée, alors qu'à côté ici, vous avez un patient qui a un trouble ventilatoire obstructif, donc pathologie des voies aériennes, des bronches, et vous voyez la difficulté, l'énorme difficulté qu'il a à vider de façon maximale son volume expiratoire maximal dans la première seconde, et par rapport à un sujet sain qui vide 80% de sa capacité vitale forcée, alors que lui vide en fait 42% de sa capacité vitale forcée, donc il met beaucoup plus de temps pour vider la même quantité d'air. Donc effectivement, dans le trouble ventilatoire obstructif détecté par la spirométrie forcée, il y a une diminution du VMS qui est proportionnellement plus important que la diminution de la capacité vitale. Et donc, la définition, c'est la diminution de VMS par rapport à la capacité vitale. Alors, vous voyez ici un résultat d'un examen d'un patient qui présente en fait les critères diagnostiques d'un trouble ventilatoire obstructif. Vous voyez ici, il y a la capacité vitale lente qui est enregistrée en litres, la capacité vitale forcée, donc lors de l'expiration, le VMS et le rapport, le fameux rapport qu'on vient de voir entre le VMS et la capacité vitale maximale, c'est-à-dire la plus importante, la meilleure entre la capacité vitale lente qu'on a vue en fait lors de la manœuvre lente et la capacité vitale forcée lors de la manœuvre forcée. Vous voyez ici la colonne des valeurs théoriques, donc la moyenne, la limite inférieure de la normale, le basal, c'est-à-dire les valeurs mesurées lors de la manœuvre et la valeur mesurée en pourcentage de la valeur théorique. Et le fameux Z-score ici, voilà, avec les trois couleurs, en fait, en vert, tout va bien, en orange, on commence effectivement à s'alarmer, et en rouge, tout est franchement pathologique. Alors, quels sont les critères diagnostiques? Alors, le critère diagnostique le plus important à retenir, c'est que, effectivement, un trouble ventilatoire obstructif est défini par le rapport VMS sur capacité vitale maximale. Je répète, la maximale, c'est la meilleure entre la lente et la forcée, qui soit inférieure à la limite inférieure de la normale, donc inférieure à la ligne. C'est effectivement là. Il est à 55, ce rapport. Sa limite inférieure est à 67, donc effectivement, ce 55 est au-dessous de la limite inférieure de la normale, donc c'est franchement pathologique. L'autre façon de voir les choses et de définir aussi le TVO, le trouble ventilatoire obstructif, c'est le Z-score. Vous voyez, c'est franchement en rouge, donc il est effectivement, c'est une valeur qui s'écarte de 3,10 par rapport à sa valeur normale, alors qu'on a dit que la valeur normale, la limite inférieure, c'est 1,64. Donc 3 fois plus, c'est vraiment dans la partie rouge, donc franchement pathologique. Donc c'est cette colonne-là. Mais faites attention parce que il y a aussi une définition qui circule aussi du trouble ventilatoire obstructif qui pourrait être aussi utilisée. C'est la définition de cutoff à 0,7, donc 70% en valeur absolue, et c'est la troisième colonne ici, donc c'est 55 qui est inférieur à 0,7. Pourquoi alors il faut faire attention à cette définition de 0,7 ou 70% en valeur absolue, c'est la troisième colonne? Parce qu'on le voit très très bien ici.
ici. Normalement, la définition de trouble ventilatoire obstructif repose en fait sur ce rapport VMS sur capacité vitale maximale. Encore une fois, la maximale et pas la forcée, c'est-à-dire c'est la meilleure entre la lente et la forcée, voilà ici. Et pourquoi il repose pas sur le cutoff inférieur à 0,7. Vous le voyez bien ici dans ce graphique. Si on posait effectivement le cutoff à 0,7, vous le voyez ici, là, tout au long de la vie, en fait, en allant de 20 ans à 90 ans, par exemple, bah là, le risque serait, serait un risque très élevé de sous-diagnostiquer effectivement quand on a le trouble ventilatoire obstructif de l'âge de 20 à 40 ans, et après de surdiagnostiquer en fait ce trouble ventilatoire obstructif à partir de 40 ans jusqu'à 80-90 ans. Donc faites attention, effectivement, la limite inférieure de la normale de ce rapport VMS sur capacité vitale forcée n'est pas fixe à 0,7, mais elle diminue avec l'âge. Donc il faut tenir en compte pour pouvoir définir et décrire bien le trouble ventilatoire obstructif. Maintenant, le diagnostic se base sur le rapport VMS sur capacité vitale maximale qui doit être en fait inférieur à la limite inférieure à la normale. Et comment on peut évaluer la gravité de ce trouble ventilatoire obstructif? D'habitude, on a le VMS. Donc le volume expiré maximal lors de la première seconde de la manœuvre forcée qui nous permet d'évaluer la gravité du trouble ventilatoire obstructif. Et cette gravité a effectivement, selon les recommandations GOLD, les critères GOLD, effectivement, repose sur 4 stades. Le premier, c'est le stade léger, alors quand on a un VMS qui est supérieur ou égal à 80% de sa valeur théorique. Le stade 2, modéré, quand on a un VMS qui est entre 50% et 80% de la valeur théorique. Le stade 3, sévère, quand on a un VMS qui est entre 30 et 50%. Et le stade 4, le dernier stade, le très sévère, quand on a un VMS qui est inférieur à 30% de la valeur théorique. Le trouble ventilatoire obstructif, qu'on appelle aussi souvent syndrome obstructif, se manifeste aussi sur la boucle débit-volume. Vous avez ici à l'écran une boucle débit-volume normale qui se caractérise par une diminution presque linéaire des débits avec la diminution de volume. Lorsque un patient présente un trouble obstructif, sa courbe débit-volume adopte une forme concave dans la partie expiratoire. En effet, si le patient était normal, les débits diminueraient comme le trait rouge, de manière linéaire. Et donc, pour un même volume, ici représenté par les tirets verts, on aurait un débit un petit peu inférieur à 4 litres par seconde. Chez ce patient, la concavité de la partie expiratoire de la boucle débit-volume, ici représentée par les pointillés bleus, montre que les débits mesurés pour le même volume sont en réalité fortement diminués. Vous voyez qu'ici, ils sont à peu près de l'ordre de 1 litre par seconde. La forme de la boucle débit-volume, lorsqu'elle adopte cette concavité, témoigne donc d'un trouble obstructif. À l'extrême, on peut avoir une courbe débit-volume grave, comme celle qui vient d'apparaître, où les débits pendant la manœuvre forcée sont les mêmes que ceux qui sont produits par le patient pendant son volume courant. Ceci signifie que le patient n'a pas de réserve pour augmenter sa ventilation s'il en a besoin. Par exemple, s'il fait de la fièvre, pour une pyélonéphrite, même pas pour une infection pulmonaire, il va augmenter son métabolisme. Pour éliminer le gaz carbonique, il devra respirer plus vite, plus fort, et il ne pourra pas, parce qu'il ne pourra pas augmenter ses débits instantanés du fait de l'obstruction bronchique. Une telle courbe témoigne d'une limitation expiratoire des débits et d'une réelle gravité de l'obstruction. Les boucles débit-volume permettent cependant uniquement une analyse qualitative du trouble ventilatoire obstructif dont la gravité est chiffrée grâce au VEMS. Les principales causes de troubles ventilatoires obstructifs sont au premier chef l'asthme
qui est responsable d'un trouble ventilatoire obstructif réversible, parce qu'il s'agit d'un trouble obstructif variable qui change au cours du temps et qui peut être amélioré par les médicaments. La deuxième principale cause est la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc qu'on appelle la BPCO, causée le plus souvent par le tabac, mais il existe aussi d'autres causes, et elle est responsable d'un trouble ventilatoire obstructif non réversible ou peu réversible. C'est ce qui la caractérise. Enfin, apparenté à la bronchopneumopathie chronique obstructive, on trouve l'emphysème, qui est aussi une cause de trouble ventilatoire obstructif non réversible. Donc si on résume, la spirométrie est un examen qui permet de mesurer les volumes mobilisables et où le patient doit bien suivre les consignes qu'on lui donne. Et le principal diagnostic qui est porté est celui du trouble ventilatoire obstructif. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, oui, tout à fait. Et donc, en conclusion, la spirométrie nécessite, ça c'est important, on l'a vu, la coopération du patient. On a vu aussi l'effort que le sujet en fait a fait lors de la vidéo. La spirométrie permet donc de mesurer les volumes mobilisables et donc la capacité vitale. La spirométrie forcée permet de mesurer le volume expiré maximal dans la première seconde et de mesurer aussi les débits et in fine, effectivement, elle permet de diagnostiquer le trouble ventilatoire obstructif. Merci beaucoup. Un grand merci au professeur Christian Strauss et au professeur Pier Antonio Laveneziana pour toutes ces informations sur la spirométrie.